sans plus tarder, on va pouvoir commencer la soirée. On va commencer avec notre premier présentateur, qui est un étudiant en à la maîtrise en génie électrique à l'Université de Sherbrooke. Il s'appelle Émile Rousseau-Pinard et il va nous parler de l'avenir de l'énergie solaire au Québec. Donc, on peut l'applaudir pour l'accueillir. Ouais, tu peux tout prendre ça si tu veux. C'est pas la bonne présentation, malheureusement. Je peux le faire là-dessus, OK? Ah oui. C'est bon? Je m'appelle Émile Rousseau-Pinard, je suis étudiant. Ouais, tu l'as dit, c'est vrai ça. Je me dis, je vais commencer en présentation. Merci d'être des curieux de science. Le solaire, puis justement. Oui, ben merci d'être là, c'est ça. Je m'appelle Émile Rousseau-Pinard, puis je fais ma maîtrise en agrivoltaïque. Mais aujourd'hui, je sors un peu du contexte pour vous parler du photovoltaïque plus en large, puis l'impact que ça a sur le Québec. Donc, on revient à notre nation, à nous. Puis, sans plus tarder, je vais commencer avec une question pour vous. J'ai pas le... Oh, ce sera pas trop long. OK, donc, il y a 5 capitales qui sont représentées par les images à l'écran. Je vous invite à penser à chacune de ces capitales-là, puis vous demander en ordre laquelle de ces capitales reçoit le plus d'ensoleillement. Donc, qu'est-ce que j'entends par ensoleillement, en fait? C'est si vous mettez un panneau solaire dans une de ces villes-là, le même pour chacune de ces 5 villes-là, lequel de ces panneaux-là recevra le plus d'énergie en une année? Donc, vous pouvez y penser, puis je vais prendre une personne, pas au hasard, là, vous allez lever la main, une personne que ça intéresse, puis vous pouvez lever la main, ceux qui s'attendent d'essayer. OK, oui, toi là-bas. OK, Japon, ensuite, moi, je veux le top 5, là, je veux qu'on se mouille. On... Mm-hmm. Non. Dans ces affaires-là, il faut tout le temps répondre l'affaire la moins évidente, c'est le Canada. On revient au Québec. C'est le Canada qui en a le plus. Moi, ça me surprend, ces données-là. En fait, on s'attend à ce que le Canada en ait moins. Les 4 autres pays qui sont représentés ici avec leur capitale, c'est les pays qui ont le plus de photovoltaïque par rapport à leur réseau. Au monde. Donc, le Canada, c'est un peu surprenant que ça les dépasse. On se dit, oh, on n'a pas beaucoup de photovoltaïque ici parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil, mais c'est faux, on en a beaucoup. Si on prenait Montréal, ça serait entre Ottawa et Pékin. Donc, déjà là, c'est surprenant. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, en fait, l'Allemagne et le Japon, si on compare au Québec, ont un ensoleillement qui est similaire au Québec, mais on n'a vraiment pas les mêmes utilisations du solaire pour le réseau électrique. Donc, l'Allemagne, c'est 12% de leur électricité qui est produite avec le photovoltaïque. Puis si on compare à nous, là, je l'ai écrit à l'échelle, fait qu'il faut zoomer un peu, puis plus. Fait qu'on est à 0,007% de notre électricité qui est produite avec du solaire. Fait que comparé à leur 12, c'est peu. Donc, ma présentation, ça va être pourquoi un si faible taux de notre électricité est produite par le solaire. Mais ensuite de ça, ça va être pourquoi pas. Donc, en fait, dans le futur, le Québec, on va être amené à en avoir de plus en plus. C'est déjà enclenché comme mouvement. Puis, on va regarder c'est quoi les freins, puis c'est quoi qui nous amène à être à cette jonction-là. Donc, d'abord, on va démystifier un peu. C'est nébuleux, solaire. Si on compare avec les autres manières de produire de l'électricité, c'est souvent un moteur électrique qu'on fait tourner avec une source d'énergie externe, puis ça donne de l'électricité. Mais le solaire, c'est un peu plus nébuleux, où est-ce qu'on a le soleil qui éclaire un panneau bleuté, puis ça donne de l'électricité. Fait que ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans, souvent, pour moi aussi, c'est très mystérieux, de la magie noire. Mais on va démystifier ça. Imaginons qu'on a un matériau, n'importe quoi, une table qui est à l'extérieur. Le soleil, quand il va plomber dessus, ça va chauffer la table. Puis qu'est-ce que c'est chauffer essentiellement? C'est les particules à l'intérieur qui bougent. Donc, le soleil fait bouger les particules. Puis, dans un panneau solaire, on conserve ce principe-là, où est-ce qu'on veut que les particules bougent, mais on pense aux électrons.
Donc, imaginons que le Soleil fait bouger les électrons, ça fait chauffer, mais c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre un champ électrique, puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dit aux électrons, allez là. Fait que les électrons sont excités, ils bougent comme si c'était qui allait chauffer, mais ils se font donner une direction. Puis qu'est-ce qui se passe quand il y a des électrons qui ont une direction? On a de l'électricité. Oui, fait qu'on ferme le réseau, puis on a de l'électricité. Donc, essentiellement, c'est ça. On ne va pas aller plus loin. Faites-vous-en pas. On s'en va maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité? Il y a trois trucs qu'on peut faire avec l'électricité. Le premier, c'est l'envoyer dans le réseau. Donc, le réseau, c'est un terme aussi un peu abstrait, mais ça signifie toutes les infrastructures de distribution et de consommation d'Hydro-Québec, dans notre cas. Donc, représenté par le pylône, ça représente bien, je trouve. La batterie, on peut le stocker, l'emmagasiner, cette électricité-là. Une batterie, c'est un exemple, mais ça peut être sous d'autres formes. Ça peut être de l'eau qu'on vient chauffer. Ça peut être vos maisons qui chauffent plus. Il y a plusieurs exemples de manières d'emmagasiner de l'électricité. Et puis, finalement, c'est de la consommer directement comme vous voulez. Fait que, à ça, les panneaux solaires, ça a la spécificité de s'intégrer aux infrastructures qui existent. Donc, les autres types d'énergie, souvent, de manière de produire de l'électricité, ça va être très centralisé, puis pas au même endroit que vous et moi vivons. Puis là, ce que j'ai mis, c'est pas exhaustif, c'est juste des exemples pour que ce soit un peu plus visuel. Ça s'intègre vraiment à nos installations déjà existantes. Maintenant, je rentre dans le cœur de la présentation, les freins du solaire au Québec, puis pourquoi ça va changer. Donc, j'ai trois freins, essentiellement, que j'ai ciblés. Puis le premier, c'est l'inadéquation entre la consommation et la production. Donc là, trois gros mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, imaginons que vous allez au travail à 9 heures en vélo, puis comment vous vous y rendez? Vous devez pédaler sur votre vélo. Mais est-ce que vous pourriez pédaler à 6 heures du matin, puis après ça, prendre votre vélo à 8 heures, puis juste avancer? Non. Vous devez pédaler au même moment que vous avancez. Donc, c'est le même principe avec l'électricité. Il faut que quand vous consommez de l'électricité, elle soit produite au même moment. Ça ne peut pas être à deux moments différents. Puis, quand on regarde, c'est quoi ces moments de consommation-là les plus hauts pour le Québec? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est les fameuses périodes de pointe qui sont le matin et le soir et durant l'hiver. Oui, durant l'hiver. Puis si on regarde quand est-ce que le solaire produit le plus, mais c'est pas en même temps. C'est au milieu de la journée, surtout durant l'été. Donc là, c'est sûr que pour un pays, le Québec, on n'est pas avantagé avec cette technologie-là, mais il y a différentes technologies puis habitudes qu'on peut prendre pour essayer d'aplatir un peu cette courbe-là au centre, pour essayer de la redistribuer aux périodes de pointe, ou seulement réduire ces périodes de pointe-là pour moins consommer le matin, le soir. Là, ici, qu'est-ce que je présente? C'est un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec une batterie. Encore là, la batterie, ça peut être n'importe quoi. Imaginons le matin, à la période de pointe, vous pouvez utiliser une batterie qui est chargée, la décharger pour consommer. Durant la journée, on la recharge. Durant le soir, on la redécharge pour consommer. Et durant la nuit, on utilise l'électricité du réseau qui est moins utilisée pour la recharger. Donc là, on voit que le solaire peut s'intégrer, puis avec un peu plus de contrôle, on peut aller plus loin que ce qu'on fait présentement. La décentralisation de la production, c'est mon deuxième point. En fait, la manière dont on produit et consomme de l'électricité présentement au Québec, c'est très centralisé. Donc, on produit au nord, dans les barrages hydroélectriques du nord, comme on voit ici, puis on consomme au sud. Donc, ça a l'avantage pour nous, pour Hydro-Québec, d'être relativement simple comme équation. Quand on produit, on consomme. C'est une équation assez simple, il y en a juste une. Par contre, quand on vient mettre des panneaux solaires un peu partout, mais on se retrouve avec plusieurs de ces équations-là. C'est beaucoup plus complexe à prédire quelle quantité il faut produire, quelle quantité il faut consommer, puis ça amène des enjeux de contrôle, justement. Donc, on voit qu'on passe à un modèle un peu différent. Par contre, c'est des défis qui sont connus, qui sont déjà étudiés en ce moment. Donc, l'exemple ici, c'est le micro-réseau du lac Mégantic,
qui est développé en fait par Hydro-Québec. C'est suite à la tragédie ferroviaire de la dernière décennie au lac Mégantic. Le centre-ville était à refaire. Puis, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'on va prendre l'opportunité de faire une zone îlotable qu'on appelle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est complètement isoler cette zone-là, puis tenter les différentes synergies entre le stockage, une consommation différée, des différentes habitudes de consommation, puis une production qui est au lieu de consommation, donc avec des panneaux solaires. Donc, déjà là, on voit que la roue tourne pour se tasser un peu de cette décentralisation-là. Finalement, le troisième, c'est la rentabilité du photovoltaïque. Quand on fait des projets d'installation de photovoltaïque, il faut que ce soit rentable. Donc, il faut que la personne qui investit veuille avoir envie. Puis ça, il y a 2 paramètres à ça. Il faut d'une part que l'électricité lui revienne assez cher parce qu'il va la vendre, puis il faut que le coût d'investissement soit assez bas. Donc, si on regarde chacun de ces 2 paramètres-là, en commençant par le coût de l'électricité, on revient avec les 5 pays d'avant. L'Allemagne est environ 10 fois plus chère, l'électricité, comparément à ici. Donc, ça incite définitivement moins à avoir des installations de photovoltaïque ici. Donc, c'est sûr qu'on voit un peu ce paramètre-là. Maintenant, l'électricité va monter en prix, c'est sûr. Ça continue. La consommation est appelée à doubler d'ici 2050 d'électricité au Québec. Donc, on s'attend à ce que ce paramètre-là soit comblé avec cette hausse de consommation-là. Ensuite de ça, le coût du photovoltaïque est en grande baisse. En fait, c'est une technologie qui est vraiment nouvelle, où est-ce que là, on voit que fin du 20e siècle, c'est là que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, c'est en constante baisse. En fait, c'est la seule source d'électricité que son coût est en baisse présentement. Les autres sont toutes en train de monter. Donc, une des sources d'électricité qui est le moins chère. Donc, c'est sûr que pour ce paramètre-là, c'est de plus en plus intéressant et on y pense de plus en plus, justement. Donc, finalement, pour conclure, les trois freins que j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'inadéquation, la décentralisation et la rentabilité du solaire. Par contre, la raison pour laquelle on va en voir de plus en plus, on en voit de plus en plus, puis il y a de la recherche au 3T, eh bien, c'est parce qu'il y a une demande qui est croissante. On a des nouvelles technologies, de nouvelles habitudes de consommation qui font que c'est plus envisageable d'avoir une production locale. Puis, on a une baisse du coût du photovoltaïque. Donc, là, on voit, présentement, on est à 0,007 %. Puis là, peut-être vous voyez où est-ce que je m'en vais. Mais en 2029, on est à 0,728 % d'estimation pour Hydro-Québec. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais l'image est faite. Donc, qu'est-ce qui est à surveiller en solaire? C'est les nouvelles centrales de 1. Ça, c'est celle à La Prairie, qu'on voit à Montréal un peu en arrière. Il va en avoir de plus en plus. Deuxièmement, l'intégration décentralisée. Donc, c'est les opportunités qu'il y a à tout le monde ici de revisiter sa consommation avec des nouveaux outils, d'intégrer des panneaux solaires avec ça. Puis, avec les outils de contrôle qu'on a présentement, c'est de plus en plus envisageable et facile pour tous et chacun de le faire. Finalement, c'est les nouveautés en recherche. Donc, là, je fais du pouce au 3IT. L'image que j'ai mise ici, elle représente 2 axes de recherche qu'on a, donc l'agrivoltaïque et l'impact de la neige sur le photovoltaïque. Donc, le groupe qui est ici, on est beaucoup là-dessus, sur ces 2 enjeux-là. Donc, ça va être aussi à regarder en tant que Sherbrookeois. Ça fait partie de notre domaine du photovoltaïque. Donc, je vous remercie. Puis, ça va passer avec les questions. Super, bien, merci beaucoup, Émile, pour ta super belle présentation. Donc, on va avoir le temps de répondre à 2-3 questions si jamais vous en avez. Donc, je vois qu'il y a... il y a une question juste là, dans le fond. Oui, ben là, dépendamment d'où ils sont, je ne sais pas à quel point il y a de la neige ou non, mais tu sais, ici, c'est vraiment un... Oui. Oui, ici, monsieur s'interrogeait quant à la viabilité du solaire durant nos hivers qui ont de la neige.
Donc, c'est ça. Le solaire, en fait, dépendamment, c'est sûr que si tu mets ton panneau complètement à l'horizontale, là, ça va accumuler la neige, puis ça sera pas super bon. Mais si on le met, par exemple, sur des toits, il y a vraiment des pertes qui sont pas si grosses parce que la neige finit facilement par tomber. En fait, ça va chauffer, puis ils vont une petite pellicule de liquide, puis elle va glisser. Puis, c'est pas beaucoup de pertes. Je suis sûr qu'il y aurait des gens ici qui pourraient me dire c'est quoi le pourcentage qu'on perd, mais c'est pas... c'est moins qu'on pense que ça vaut pas nécessairement l'inquiétude. Super, merci beaucoup pour ta question. Je vois qu'il y a une autre question en avant ici. Tu peux y aller. Oui, donc les deux questions, c'était... Oui. Les deux questions, c'était d'une part la durée de vie d'un panneau solaire, puis d'une autre, qu'est-ce qu'on peut faire pour recycler le panneau après. Donc, pour la première question, c'est intéressant parce que, comme je vous ai montré, c'est une technologie qui est vraiment récente. Puis, présentement, on est à peu près à 25 ans de durée de vie pour les panneaux solaires. Donc, plus haut. On est plus haut. Fait que ça fait en sorte que, présentement, les panneaux qui sont en fin de vie, bien, ils ont été faits quand? Ils ont été faits fin du 20e siècle. Puis là, présentement, on est plus performant, puis on arrive à faire des panneaux qui sont plus durables. Donc, c'est dur de dire, présentement, un panneau qui est fait en ce moment, combien de temps il va durer, mais la durée de vie est assez haute. Deuxièmement, le panneau solaire les matériaux qui sont à l'intérieur, le recyclage n'est vraiment pas là où il devrait être, puis il n'est pas assez avancé, puis ça va continuer d'avancer. Mais les matériaux à l'intérieur, au moins, sont assez simples. C'est composé en majorité par du silicium. Sinon, le cadre est en aluminium, puis il y a un peu de cuivre à l'intérieur. Donc, c'est pas comme une batterie qui a beaucoup d'éléments chimiques, mais après ça, c'est des processus de recyclage qui doivent être mis en place, mais c'est à notre portée. Super, merci Émile. On va prendre une dernière question avant de passer à la prochaine présentation. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Je suis au fond. Je pense qu'il y a une question juste au fond ici. Ouais, comme il a été dit souvent quand on parle panneaux solaires au Québec, ça ricane assez vite, ah oui, l'hiver, tout ça. Mais quand on y réfléchit, c'est pas un processus thermique, le solaire. La latitude du Québec n'est pas si haute. On est à la même latitude que des fois Bordeaux, hein, Paris. La neige, ça reflète aussi la lumière. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça se trouve, il pourrait même y avoir un effet positif. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas forcément une mauvaise idée de mettre du solaire au Québec. Pourtant, ça a encore une très mauvaise réputation. Oui. Pour faire du pouce à ce que vous dites, premièrement, le solaire est plus efficace quand il fait froid. Plus il fait froid, plus c'est efficace, une cellule photovoltaïque. Deuxièmement, vous pouvez regarder l'image à droite. C'est des panneaux qui sont bifaciaux. Donc, pour très peu de coûts supplémentaires, en fait, il va y avoir une cellule photovoltaïque qui va pouvoir produire des deux côtés. Puis là, justement, dans un contexte comme ça, on va vraiment venir maximiser l'apport qu'on vient avoir avec la réflexion des rayons sur le sol. Donc ça, c'est des avantages qu'on a au Québec, en plus, en fait, d'avoir plus d'ensoleillement que des endroits probablement comme Bordeaux, ces endroits, je ne sais pas, mais on est similaire à l'Allemagne, à la France, malgré les conceptions. Parfait, donc super. Merci Émile pour les belles réponses. On peut l'applaudir.